Bonjour et bienvenue. La France a donc frappé avec les États-Unis et le Royaume-Uni une centaine de missiles tirés sur le régime syrien de Bachar el-Assad pour le punir d'avoir fait usage d'armes chimiques. Mais pour quel résultat? Son arsenal chimique est-il réellement anéanti? Bachar lui-même ressort-il affaibli de cette attaque? Quelles conséquences diplomatiques avec la Russie, avec l'Iran? Y a-t-il un risque d'embrasement régional, voire mondial? Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Vous êtes ancien Premier ministre, membre de la majorité. Nous ferons le point avec vous sur ces questions. Vous répondrez peut-être aussi aux inquiétudes qu'elles peuvent générer chez nos concitoyens. On parlera aussi avec vous du climat social en France. Il y a de la violence, des grèves, des blocages. C'est le grand test pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il a lancé une contre-offensive médiatique. Encore 2 heures d'interview ce soir à la télévision. Nous vous interrogerons sur un sujet qui vous est cher, la laïcité. Vous n'avez pas du tout apprécié le discours du président de la République devant les évêques de France. Et enfin, François Hollande sort un livre, Les leçons du pouvoir. Est-il vraiment en position, François Hollande, de donner des leçons? Vous nous direz ce que vous en pensez. Pour vous poser toutes ces questions, Nicolas Barré du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour David, bonjour à tous. Bienvenue à vous. Et Laurence Ferrari de CNews. Bonjour Laurence. Bonjour David. Bienvenue. C'est le grand rendez-vous. Notre invité est Manuel Valls. C'est parti. Première question avec vous, Laurence Ferrari. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Laurence Des Ferrari. frappes en Syrie ont été opérées dans la nuit de vendredi à samedi pour détruire l'arsenal chimique syrien sur des infrastructures vidées de leurs occupants. À quoi ça sert? Pourquoi ne pas frapper ceux qui ont ordonné l'usage de ces armes chimiques, à savoir Bachar el-Assad et ses lieutenants? Est-ce que l'on ne fait pas les choses à moitié? D'abord dire que j'approuve totalement ces frappes. Ne rien faire en Syrie, après l'utilisation avérée d'armes chimiques, ça n'est pas la première fois, avec des dizaines, des centaines de morts de femmes et d'enfants. Cela a été démontré, le rapport de notre ambassadeur, de notre représentant aux Nations Unies l'atteste, il y a des témoignages d'ONG, de médecins sur place. Ne rien faire en Syrie après l'utilisation une nouvelle fois d'armes chimiques, c'était signer notre impuissance et tout simplement notre indignité Elle face... n'est pas déjà signée, cette impuissance de la Nous avons France? perdu beaucoup de temps, bien sûr, mais face aux agissements du régime criminel de Bachar el-Assad, il fallait agir, notamment après cette attaque le 7 avril à Douma. Le président de la République, le président des États-Unis avaient clairement dit qu'il y avait des lignes rouges. Vous savez, Laurence Ferrari, le 1er septembre 2013, j'étais ministre de l'Intérieur et j'étais l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1. Quelques heures après la dérobade américaine, celle de Barack Obama, qui suivait d'ailleurs le vote de la Chambre des communes qui avait interdit à David Cameron de lancer une opération ciblée qui aurait sans doute déstabilisé le régime de Bachar el-Assad. Ce n'est pas le but de ces frappes aujourd'hui. Et avec François Hollande, avec Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius, dans le cadre du Conseil de défense, nous étions estomaqués par la décision de Barack Obama qui, quelques heures avant encore, ou quelques jours avant, avait laissé entendre au président de la République, François Hollande, il le raconte d'ailleurs dans son livre, auquel vous faisiez allusion, David Doucan, pensait qu'il y aurait cette intervention. Elle était nécessaire puisqu'il y avait eu une attaque chimique. Mais le fait de ne pas être intervenu à ce moment-là a eu des effets désastreux sur le conflit syrien, a donné les coups des franches à Bachar el-Assad pour poursuivre d'ailleurs ses attaques au chlore, ses attaques chimiques contre la population, a donné la possibilité à l'Iran de rentrer pleinement dans le jeu et à la Russie aussi de considérer la faiblesse des États-Unis et de l'Europe en soutenant le régime de Bachar el-Assad, mais en intervenant également en Ukraine et en Crimée. Mais donc ça, Manuel il Valls, fallait intervenir parce que une non-décision est toujours lourde de conséquences, donc il fallait marquer cette ligne rouge. Ça, c'est l'histoire, mais la question de Laurence portait sur les cibles choisies. C'est vrai, puisqu'on affirme que Bachar el-Assad est responsable de ces attaques chimiques, alors pourquoi ne pas frapper tout simplement la tête du régime? C'est ça le questionnement. Le but des frappes, et en saluant d'ailleurs l'engagement de nos soldats, l'excellente coordination aussi avec Washington et Londres. J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite. Ce qui montre d'ailleurs, aux yeux de l'histoire, l'absurde du Brexit. Nous avons besoin en Europe de cet allié que sont les Anglais, qu'est la Grande-Bretagne, puisqu'il y a peu de pays, la Grande-Bretagne et nous, capables d'intervenir. L'Allemagne soutient cette opération, mais n'intervient pas. Je referme la parenthèse. Le but, c'était de prévenir l'impunité du régime syrien, qui utilise des armes chimiques, et empêcher
toute velléité de reproduire ces attaques. L'avertissement est clair, à la fois à l'égard de la Syrie, mais aussi à l'égard de ses alliés, et notamment de la Russie, qui à travers ses vétos répétés au Conseil de sécurité des Nations Unies, empêche qu'on puisse, notamment sur la question des armes chimiques, agir de manière plus efficace. Il ne s'agit pas d'une confrontation, d'une escalade militaire, mais il fallait, puisque les lignes rouges ont été franchies, dire clairement les choses, frapper. Maintenant, place bien sûr toujours à la diplomatie, mais si le régime utilisait de nouveau les armes chimiques, il y aurait incontestablement, Donald Trump comme Emmanuel Macron ou Theresa May l'ont dit, intervenir. Nicolas Barré. Ces frappes, vous le savez, soulèvent deux risques. D'abord le risque d'un embrasement régional, et puis ensuite le risque d'alimenter le terrorisme. C'est ce que dit Bruno Retailleau pour les Républicains, en disant que ça risque de nourrir le sentiment d'un Occident hostile au monde arabe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quels sont les buts ou quels sont les buts stratégiques qui doivent être les nôtres? C'est bien sûr terminer la lutte contre l'État islamique. Sur place, d'ailleurs, cette idée selon laquelle Bachar el-Assad et le régime syrien seraient les remparts contre le terrorisme est une plaisanterie, et pardon de l'expression, vu la gravité des faits, je ne devrais pas l'utiliser. Mais c'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est une plaisanterie? Parce qu'ils ont eux-mêmes alimenté le terrorisme. C'est la répression contre leur peuple, c'est parfois des accords passés avec des organisations terroristes, c'est la perversité tout simplement de ce régime. Deuxième but, c'est permettre, et c'est toujours une urgence, vu ce qui se passe sur le terrain, l'aide humanitaire à travers le soutien aux populations civiles, ces corridors humanitaires qui sont indispensables. Et puis enfin, c'est trouver en effet le chemin du règlement du conflit. Ce sont ça les buts. Mais peut-être, et n'étant pas en fonction, n'ayant pas tous les éléments, le Premier ministre reçoit les présidents des assemblées, les présidents de groupe et les commissions à Matignon à 11h. Il donnera plus d'éléments aujourd'hui et demain au Parlement sur ce qui s'est passé. Mais peut-être qu'il y a un autre avantage à ces frappes. Je vous le disais il y a un instant, nous avons laissé la Russie prendre la main en Syrie, où elle a toujours occupé des places fortes depuis la guerre froide. Et ces frappes doivent être aussi l'occasion d'une prise de conscience sur la situation dans la région et de l'extension de l'Iran. Et c'est pour ça que je veux aller un peu plus loin avec vous sur ce sujet-là. Il y a bien sûr le terrorisme. Il faut continuer le combattre. Et l'État islamique n'est pas mort. Il a subi des défaites, mais il est toujours présent sur place. Il a la capacité, malheureusement, toujours, je crois, de frapper nos intérêts et de frapper en Europe. Mais l'Iran a réussi au cours de ces dernières années à prendre la main en Irak, en Syrie, est toujours extrêmement présent au Liban avec le Hezbollah. Ça représente non seulement un danger pour un pays ami, pour un pays allié, je veux parler d'Israël, mais aussi pour nous. Donc, l'intérêt également de ces frappes, de mon point de vue, bien sûr, je ne parle pas au nom de la diplomatie française, c'est également de dire attention aux uns et aux autres. Le dialogue avec l'Iran, nous l'avons. Il y a un accord sur le nucléaire qui a été signé. Mais il y a la question des armes balistiques qui est toujours posée avec l'Iran. Avec la Russie, le dialogue, il doit se poursuivre. Moi, je suis favorable toujours à un dialogue avec Vladimir Poutine, et je crois au dialogue entre l'Europe et la Russie, avec qui nous partageons une histoire, une culture, et puis tout simplement le destin d'un continent. Mais aux uns et aux autres, le rapport de force s'impose plus que jamais. Les laisser faire, mettre la main sur tous ces pays, mettre en danger la sécurité d'Israël, mais aussi la nôtre, représente un vrai danger pour les années qui viennent. Alors, et puisque vous parliez d'embrasement de la région, la tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre les sunnites et les chiites, l'expansion de cet arc chiite qui fait que Téhéran maintenant a cette ouverture vers la Méditerranée, nous oblige, les uns et les autres, et notamment en lien avec les Américains et les Israéliens, à avoir une stratégie très claire. Un dernier point sur ces frappes, et après on passera aux questions de sécurité en France. Vous dites, c'est avéré, il y a eu une attaque chimique, elle a été ordonnée par Bachar el-Assad. Jean-Luc Mélenchon n'est pas de cet avis. Il dit, lui, je ne vois pas de preuves, et d'ailleurs je demande à l'État français de fournir les preuves. Il met en doute l'existence même de cette et de ces attaques chimiques. Que répondez-vous, Manuel Valls ? Quand il y a eu des attaques chimiques par le passé, il y a eu une démonstration, pas seulement par la presse, mais par tous ceux qui regardent de près ce qui se passe sur le terrain. Nier que le régime, peut-être d'ailleurs aussi l'État islamique l'a fait, mais nier que le régime syrien ait déjà par le passé, et encore ces derniers jours, utilisé des armes chimiques, n'a aucun sens.
Notre ambassadeur, je le disais il y a un instant, François Delattre, a encore fourni un mémorandum, un document extrêmement fourni sur ce sujet. Pas de preuves substantielles. Je pense que les Américains, les Français et les Britanniques, avec l'expérience d'ailleurs du passé, ont agi avec les éléments, la démonstration des éléments. Le Premier ministre y reviendra tout à l'heure. Il est dans le complotisme, Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je suis très choqué. Je suis très choqué des positions d'une partie de la droite française. Je vous parle de Jean-Luc Mélenchon. Qui critique cette opération. Je suis indigné, permettez-moi ce jeu de mots un peu facile, des positions de Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même expliqué au moment où le président de la République prend une position difficile, parce que ça n'est jamais facile d'engager nos soldats dans ce type d'opération. Ça n'est jamais facile. Et que Jean-Luc Mélenchon, on appelle d'une certaine manière à la sagesse, au sang-froid de Vladimir Poutine et des Russes, dont nous savons aussi quelles sont leurs responsabilités dans le soutien à ce régime par rapport aux populations civiles bombardées, gazées, qui ont subi l'utilisation du chlore. Enfin, où sommes-nous ? Il y a un parti poutinien, il y a un parti russe incontestablement dans la droite française, et il y a une vision de cette extrême gauche, de cette partie de la gauche, qui me semble totalement erronée sur la réalité de ce que nous connaissons aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient. Que le Front National ait cette position traditionnelle, nous le savions, qu'une partie de la droite et que la France insoumise dérive de cette manière, cela me paraît particulièrement étonnant et insupportable. Une dernière question autour de la communication lors de ces frappes. Le compte Twitter d'Emmanuel Macron a publié plusieurs photos de la salle dans laquelle ont été prises ces décisions, similaires à ce que fait la Maison-Blanche lors de ces opérations. Est-ce que le président en français en fait trop ? Ou est-ce que c'est de la communication moderne ? Non, mais je crois que c'est important d'informer. Les Français nous vivent et nous vivons en paix depuis tant d'années. Le monde est instable, il est dangereux. Nous le voyons bien avec le terrorisme. Et nous sommes en guerre contre le terrorisme. Et nous savons que cela va durer longtemps. Et d'ailleurs, il peut, c'est vrai, avoir des conséquences. On peut aussi subir du terrorisme d'État. Enfin, l'Iran et la Syrie l'ont démontré par le passé. Je ne porte pas d'accusation, j'anticipe pas, mais nous savons que c'est tout à fait possible. Nous avons des intérêts, il y a des soldats au Liban. Ces pays ont frappé, ont tué il y a quelques années, 30 ans, un ambassadeur. Notre ambassadeur au Liban, ils peuvent frapper à Paris, ils l'ont déjà fait. Donc, ce ne sont pas des sujets faciles. Et donc, il faut informer les Français. Il faut leur faire prendre conscience de la gravité. Et dans nos institutions, dans notre Constitution, même si demain le Parlement sera informé, c'est prévu ainsi dans la Constitution, c'est le chef de l'État, là en l'occurrence, qui prend cette décision particulièrement grave avec le Premier ministre et les ministres concernés, bien sûr, l'état-major. Donc c'est très important qu'il y ait cette communication et cette démonstration. Il y a de la propagande des deux côtés dans les situations de conflit. Moi, je ne ferai pas le parallèle, je n'utiliserai pas le mot de propagande, parce que je sais ce que ça veut dire la propagande du côté notamment du régime de Bachar comme des Russes, qu'il y ait de la communication, de l'information. C'est pas facile de montrer des frappes, de montrer que le président de la République, dans ce moment-là, oui, est pleinement dans son rôle, même si la communication, en l'occurrence, n'est pas l'essentiel, si je vous l'accorde. Parlons de notre sécurité ici, en France, face à la menace. Nicolas Barré. Est-ce que le chef de l'État, à votre sens, sous-estime la menace que constitue l'intégrisme islamiste en France, comme l'en accuse ce matin Laurent Wauquiez dans une interview au journal du dimanche? Est-ce que sur ces questions, la guerre, les frappes en Syrie, le danger d'un embrasement au Proche et au Moyen-Orient, et puis bien sûr sur la menace terroriste, nous ne pourrions pas quand même vivre l'unité nationale? C'est ce que demandent les Français. Pourquoi sur chaque sujet, et il y en a suffisamment dans la vie politique intérieure, il faut forcément s'opposer? Le président de la République, le gouvernement ne sous-estiment pas la menace terroriste. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, il n'y voyait pas qu'une solidarité d'un ancien ministre de l'Intérieur, rappelle non seulement que nous évitons des attentats, mais que la menace est toujours présente. Pourquoi la menace est toujours présente? D'abord parce qu'il y a des combattants de l'État islamique qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Ils mènent une guérilla en Irak, en Syrie. Certains
sans doute même des Français, sont en Afghanistan. Il y a le retour de centaines, peut-être de milliers de combattants en Tunisie et au Maroc, certains ayant la double nationalité. Donc ça peut nous poser évidemment des problèmes. Il faut les accueillir en France, ceux-là? Non. Pour les juger? Non, je pense que ceux qui sont faits prisonniers en Irak et en Syrie, dans l'enclave kurde, doivent être jugés là-bas. Moi, je souhaite que ceux qui ont pris les armes contre notre pays, contre nos valeurs, restent en Syrie et en Irak. Et puis, il y a des milliers de personnes en prison ou à l'extérieur, qui se sont radicalisés, 1500 en prison, détenus de droit commun, plus des 500 terroristes qui sont dans nos prisons, et puis des milliers de personnes qui représentent un danger dont personne ne doit et personne ne peut sous-estimer cette menace terroriste. Manuel Valls, et nous conclurons là-dessus parce que nous manquons de temps, mais le président de la République ne prête-t-il pas le flanc aux critiques comme celle de Laurent Wauquiez quand, par exemple, jeudi, lors de son interview à la télévision, il se contente de dire il faut contrôler le financement des mosquées, le financement étranger des mosquées. Pardon, mais n'y a-t-il pas une solution plus simple? L'interdire. Et moi, j'ai fait deux propositions. L'une, on n'y coupera pas. Il faut retravailler nos fichiers S. C'est compliqué, on ne peut pas le dire en quelques secondes. La priorité, c'est bien sûr le renseignement territorial. Mais je pense que les Français ne comprennent plus rien à sur cela. Le financement, Manuel Valls. Deuxièmement, je continue de penser qu'il faut un acte politique de l'État, comme de l'islam de France, disant que notre ennemi, c'est le salafisme, c'est l'idéologie des frères musulmans. Et donc, il faut une interdiction politique de ce qu'est le salafisme et les poursuivre partout, sur les sites internet, dans les mosquées et là où ils agissent. C'est là, évidemment, l'adversaire. Et quant au financement étranger, je sais que le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur y travaillent. Il faut couper tout lien avec les pays étrangers, même avec les pays amis, qu'on continue, nous l'avons fait par le passé, à faire venir des imams algériens ou marocains ou d'autres pays au moment du Ramadan n'a aucun sens. La condition, c'est qu'il faut former et bien former des imams dont nous savons qu'ils soutiennent nos valeurs, l'esprit républicain, l'égalité femmes-hommes et la séparation entre les cultes et l'État. Manuel Valls, c'est l'invité du Grand Rendez-vous. Nous marquons une pause très courte et on se retrouve tout de suite. Le Grand Rendez-vous. Le Grand Rendez-vous, deuxième partie, notre invité, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Nous reprenons avec vous, Laurence Ferrari. Manuel Valls, vous souhaitez une réorganisation des fichiers S. Dans quel but? Toujours celui d'expulser ceux qui sont suivis pour islamisme, radicalisme? Non, mais d'abord dans un but de clarification. Je connais bien ces fichiers. Nous les avons notamment organisés ou réorganisés avec Bernard Cazeneuve quand celui-ci était ministre de l'Intérieur. C'était pas suffisant? Mais la priorité aujourd'hui, et j'y insiste, c'est le renseignement territorial, c'est le renseignement de proximité pour ce qu'on appelle les capteurs faibles. Au fond, ce que ne comprennent pas les Français, même si nous pouvons expliquer que ces fiches S servent à nos services de renseignement. Il y a aujourd'hui 20 000 fichiers S, dont 10 000 à peu près pour des faits liés au terrorisme. Et puis il y a d'autres fichiers, 20 000 personnes, un fichier qui concerne ceux qui se sont radicalisés. Ça fait quand même beaucoup de monde. Ça montre tout simplement le défi auquel nous sommes confrontés. Ce que ne comprennent pas les gens, c'est par exemple le terrorisme de Trèbes était fiché S, connu pour sa radicalisation, sa compagne, convertie à l'islamisme, elle-même fichée S, connue par son voisinage pour son discours particulièrement radical. Ce que ne comprennent pas donc les Français, c'est qu'on ne puisse pas agir en amont. Il y a sans doute, parce que ça c'est une manie française, on y a tous succombé, il y a trop de personnes sur ce fichier S, et pas une suffisamment grande distinction entre ceux qui sont au haut du spectre, c'est-à-dire les plus dangereux, qui sont parfois d'ailleurs partis en Syrie, ou qui sont déjà en prison, et tous les autres qu'on connaît plus ou moins pour des questions liées à la radicalisation. Donc je crois qu'il faut faire un travail avec des services de renseignement discrets, intelligents, mais qui permettent de mieux distinguer la dangerosité de chacun de ces individus, et aux services de renseignement de pouvoir agir avec plus d'efficacité, plus d'anticipation par rapport à ces personnes. Je rajoute d'ailleurs que cela ne nous prémunit pas d'attentats, et que parmi ceux qui ont commis les attentats, à peu près la moitié n'étaient pas connus de nos services et n'étaient pas fichés S. Donc ça veut dire que ça reste, il n'y a pas de formule magique. Mais je crois qu'il faudra une réorganisation de ces fichiers S. Ça n'empêche pas évidemment de soutenir tout ce qui est engagé par le gouvernement, et notamment par le ministre de l'Intérieur à l'occasion de la loi qui a été votée cet automne pour sortir de l'état d'urgence. Allez, on passe à un autre sujet avec vous, Nicolas Barré. La manifestation de soutien aux zadistes a dégénéré hier à Nantes. Dans la ZAD elle-même, il y a encore beaucoup de violence. Il y a également des renforts. On parle de 500 personnes qui seraient arrivées ces derniers jours. Ouest France, ce matin, titre une analyse en disant que l'opération est en train de tourner au fiasco.
Qu'est-ce que vous en pensez? Les opérations de maintien de l'ordre, et notamment dans cette ZAD, enfin sur ce territoire de Notre-Dame-des-Landes, ou au cœur d'une ville comme Nantes, sont toujours d'une très grande complexité, puisque les forces de l'ordre sont là pour empêcher les violences, pour les maîtriser, en étant évidemment très attentives à ne pas commettre l'irréparable, alors qu'en face, il y a des individus extrêmement déterminés, et prêts d'ailleurs à avoir des victimes, cherchant même à avoir des victimes. Donc c'est des opérations extrêmement compliquées, donc je ne peux pas la juger sur la durée. Ce que je sais, c'est que c'est difficile, parce qu'en face, il y a des groupes particulièrement violents qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre, à l'état de droit, à l'ordre républicain, et donc il ne faut pas céder d'un pouce. C'est vrai à Notre-Dame-des-Landes, ça sera vrai aussi dans d'autres territoires. Je pense à celui qui concerne le site de Bure, celui là on enfouit les déchets nucléaires. Mais est-ce qu'on ne s'arrête pas au milieu du gué? Encore une fois, 29 squats évacués sur 97 recensés, et dès aujourd'hui, les zadistes ont la possibilité de déposer des projets agricoles légaux jusqu'au 23 avril. On ne s'arrête pas au milieu, en fait. Bon, il y a eu un choix du gouvernement que je n'ai pas approuvé, qui était l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris par quoi on va remplacer ce projet d'infrastructure qui me paraissait indispensable au Grand Ouest de la France. Moi, je suis cohérent, je l'avais soutenu, les électeurs du département de la Loire-Atlantique avaient voté, une forte participation, un vote très clair en faveur de ce projet. Nous savions que l'évacuation serait difficile, mais je savais aussi que malgré l'abandon du projet, les propositions qui sont faites à des agriculteurs sincères, ça serait difficile, parce que de toute façon, cette extrême gauche s'en prend à l'État, n'est pas en position ou ne veut pas négocier, ne veut pas chercher de solution. C'est le déshonneur et la guerre. Non, ça c'est une formule churchillienne que je connais bien, mais on ne va pas l'appliquer à ce territoire. En tout état de cause, c'est difficile, mais vu le choix qui a été celui du Premier ministre, il est fait. Moi, je ne suis pas dans la nostalgie, puis je ne suis pas un élu de ce territoire. À partir du moment où il a à la fois annoncé qu'il abandonnait le projet, mais que de l'autre côté, j'allais dire en même temps, il évacuerait également la ZAD, et bien maintenant, l'État n'a pas d'autre choix, d'autre solution que d'aller jusqu'au bout d'imposer l'ordre républicain. Laurence Ferrari. On va parler des réformes et du climat social. Laurent Berger, le leader de la CFDT, a salué des ouvertures et des avancées du gouvernement dans la réforme de la SNCF, notamment sur l'ouverture à la concurrence. Est-ce que vous conseillez au gouvernement d'être davantage à l'écoute de la CFDT en tout particulier? D'une manière générale, il faut être à l'écoute des Français, des salariés, et bien sûr des syndicats, et notamment des syndicats réformistes. Je pense en l'occurrence à la CFDT, à l'UNSA ou à la CFTC. Oui, c'est important. Il y a une volonté politique. Le mandat d'Emmanuel Macron, le contrat qu'il a avec les Français, c'est bien de réformer. Donc il faut aller jusqu'au bout de ces réformes. C'est vrai pour la SNCF ou sur d'autres sujets, mais toujours avec l'empathie nécessaire. Je pense qu'au début, mais le président de la République, d'une certaine manière, l'a souligné dans son interview il y a quelques jours sur TF1, au début de ce conflit, on a donné le sentiment de s'en prendre exclusivement aux cheminots, à leur statut. Ça, c'était une erreur. Oui, enfin, en tout cas, ça n'était pas le bon angle, à l'évidence. Et le président l'a reconnu. Et puis, il ne faut pas opposer usagers et cheminots. Les Français soutiennent cette réforme et ne supportent pas les blocages. Et moi, je souhaite, j'espère, j'appelle à ce qu'on mette fin, bien sûr, à cette grève, à ces désagréments pour les usagers comme pour notre économie. C'est insupportable. Le gouvernement a raison de mener cette réforme. L'ouverture à la concurrence, je l'ai souhaité avec la réforme de 2015. Donc, il y a des points forts. Je n'utiliserai pas cette fois-ci le mot de ligne rouge, mais en tout cas, il y a des piliers de la réforme qui ne peuvent pas bouger. C'est l'ouverture à la concurrence, c'est prévu. C'est l'évolution du statut des cheminots, c'est-à-dire que les embauches de demain ne seront pas au statut d'avant, sans remettre en cause le statut actuel. Et c'est la réorganisation de la SNCF, qui est une grande entreprise. Vous savez, ce que les cheminots sans doute n'ont pas supporté, c'est qu'on explique que s'il y avait des problèmes à la SNCF, la dette, des problèmes techniques, des accidents, des retards, c'était leur faute. Ça, ils ne l'ont pas évidemment supporté. Ils sont attachés à leur boîte. Ils sont attachés à une histoire qui est celle de la SNCF. C'est l'histoire de France. Tout le monde, le président de la République aussi, il le rappelait. Donc on les a des humiliés. grands-parents ou des arrière-grands-parents cheminots. Les fonctionnaires, la fonction publique, c'est la colonne vertébrale de notre État, donc il faut évidemment la respecter. Mais il faut réorganiser la SNCF parce que on a des problèmes techniques, il y a des retards, et c'est pas seulement l'élu francilien, celui de l'Essonne, qui est confronté au problème de la ligne D ou de la ligne C. Et en parlant à la CFDT en particulier. Mais il faut avancer
avancer à partir du moment où ces 3 points que je viens d'évoquer sont clairement établis. Pour le reste, il faut négocier. Le dialogue existe avec Elisabeth Borne, il y a eu des avancées, il faut les faire connaître auprès des cheminots, mais moi ce que je demande aux organisations syndicales, modestement, et aux cheminots d'une manière générale, c'est de comprendre la détermination du gouvernement. Cette réforme ira jusqu'au bout, et de l'autre côté, d'avancer. Il y a le paquet social, il y a le pacte social de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle le sac à dos social, c'est-à-dire comment on prépare l'avenir, il y a la question de la dette. Le président de la République et le gouvernement ont dit que l'État, aux conditions de la réforme, était prêt à prendre en partie cette dette. Donc, il y a de quoi avancer. Donc, la grève, c'est un droit constitutionnel, mais d'une certaine manière, elle est en train de démontrer qu'elle n'a pas lieu d'être, vu et la volonté du gouvernement de réformer la SNCF, c'est indispensable, et en même temps, cette volonté de dialogue. Mais il faut le faire avec beaucoup d'écoute. Et les syndicats réformistes, vous savez, évidemment, on réforme, il faut avancer, mais une société fragile comme la nôtre a besoin d'acteurs, de partenaires sociaux, de corps intermédiaires. C'est vrai pour les associations, c'est vrai pour les élus, c'est vrai pour les partenaires sociaux. Donc il faut s'appuyer sur ces syndicats réformistes et sur l'intelligence de Luc Beryl, le leader de l'UNSA, ou de Laurent Berger, le leader de la CFDT, parce qu'on a besoin d'eux pour réformer. Demain, il y a d'autres conflits, il y a d'autres tensions. Je pense à la santé, à l'hôpital public, aux EHPAD. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de difficultés. Je le vois à l'hôpital d'Évry-Corbeil. Donc on a besoin de ces syndicats réformistes. On ne réforme pas tout seul. Tension aussi chez les retraités. Vous faisiez référence à l'interview du président de la République ce jeudi dernier. Il a dit 10 fois ou 15 fois merci aux retraités à qui il demande un effort avec la hausse de la CSG. J'ai envie de vous dire, ça leur fait une belle jambe que le président de la République leur dise merci. Eux, ils voient que leur pouvoir d'achat est atteint. D'abord, la considération, elle est toujours utile. Il y a un paradoxe en France. Les Français, quand je regarde toutes les opinions, vous les relayez aussi, toutes les enquêtes d'opinion, vous les relayez, considèrent que parfois la politique économique, mais c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai hier, est injuste. Et en même temps, ils attendent des réformes. Parce qu'ils savent bien que le pays doit être préparé aux grands défis du monde. Le pays a besoin de réformes. Beaucoup des réformes qui sont aujourd'hui engagées sont dans la suite de ce que j'avais engagé comme Premier ministre. Les retraités, Manuel Valls, la question porte sur les retraités qui sont dans un mal-être. Vous répondez sur les réformes en général. Mais nous savons que c'est un moment difficile. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait pris cette mesure, avait annoncé cette mesure dans la campagne électorale. Donc c'est vrai que c'est un moment difficile pour certains retraités. Peut-être que certains d'ailleurs sont rentrés dans cette hausse de la CSG alors qu'ils ne devaient pas y rentrer. C'est toujours les calculs de Bercy, on connaît tout ça par cœur. Donc il y a en effet ce malaise. Mais est-ce que ça suffit de dire merci? Il ne faudrait pas faire un geste, quelque chose de concret pour cette partie de la population? La politique économique et surtout la politique fiscale, elle doit être claire. Parce que si on change toutes les semaines, c'est la visibilité des réformes qui perdra tout sens. Et puis, il y a d'autres bonnes nouvelles, ou il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Je pense à la suppression de la taxe d'habitation qui va commencer l'automne prochain. Et vous savez, le gouvernement l'a annoncé, et moi je le demande depuis longtemps, il faut supprimer totalement la taxe d'habitation. Nicolas Barré, allez-y Nicolas Barré, voilà, les réformes, c'est dans le temps, même si beaucoup, évidemment, le voient, attendent d'abord des résultats pour eux-mêmes. Aux étudiants qui bloquent certaines universités, Emmanuel Macron dit il n'y a pas d'examen en chocolat dans la République. Est-ce que les présidents d'université doivent faire plus systématiquement appel aux forces de l'ordre pour que les cours puissent reprendre normalement? Non, mais ces blocages sont inacceptables. Au-delà du ridicule. Oui, c'est les présidents d'université qui doivent intervenir. Oui, mais le président de l'université, par exemple, de Paris 1, c'est une université que je connais bien. J'étais étudiant à Tolbiac. J'ai dû peut-être participer à des blocages quand j'étais jeune, mais pour de vraies causes et pour de bonnes raisons. Parce que là, c'est pas une vraie cause? Là, non. Vous l'avez comprise, vous, la cause? À part donner des notes positives à tous les étudiants. Ils sont contre la sélection, quoi. Ou remettre en cause le capitalisme ou la société, qu'il y ait un engagement de la jeunesse et qu'il soit parfois fort, extrémiste, c'est pas nouveau. Mais le blocage par une minorité de dizaines de milliers d'étudiants qui aspirent à préparer leurs examens, à réussir, c'est difficile aujourd'hui être étudiant. Beaucoup d'étudiants de première année sont en échec au bout d'un an. Je connais ça, mais les enfants sont tous à l'université, sont tous dans l'enseignement supérieur, donc c'est particulièrement difficile. Donc on ne peut pas accepter ces blocages. Et moi je crois en effet que les préfets doivent être désormais pleinement attentifs aux attentes des présidents d'université qui demandent les déblocages. Laurence Ferrari. La conception de la laïcité d'Emmanuel Macron vous pose problème. Pourquoi? Vous avez réagi avec virulence à son discours face à la conférence des évêques de France la semaine dernière, lorsqu'il a dit le lien entre l'État et l'Église a été abîmé.
J'ai pas réagi avec virulence, et j'ai même publié sur mon site Facebook, j'ai publié un long texte sur ces questions de la laïcité. D'abord, j'ai salué un discours de très haute tenue. Et je peux avoir des désaccords avec le président de la République, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais je lui reconnais en tout cas l'effort intellectuel, l'engagement. Lui, il parle de ces sujets-là. D'autres ne l'ont pas fait. Donc au moins, il s'engage. Je n'ai pas mis en cause le fait qu'il s'adresse aux évêques de France. Il y a un dialogue, bien sûr, avec les cultes. Et puis, je nie pas en plus le lien entre le christianisme et la France. Mais la France, c'est ce pays avec son histoire, ce sont des racines chrétiennes, c'est une confrontation terrible entre catholiques et protestants qui a beaucoup coûté à la France avec le départ des protestants. C'est la République qui, en 1791, donne l'émancipation aux Juifs. C'est aujourd'hui l'islam qui est le deuxième culte de notre pays. Et en même temps, c'est 1789. C'est les lois de 1880 sur l'école. C'est la loi 1905 qui est une loi de séparation. Donc, il y a des sujets que je n'ai pas compris dans l'intervention du président de la République. Notamment quand il évoque le lien abîmé entre l'Église et l'État. Il n'y a plus de lien. Il est rompu. Il est rompu. Voilà. Il y a un dialogue comme Premier ministre. C'est Lionel Jospin qui l'avait mis en place. J'ai présidé avec l'Église de France une instance qui se réunit tous les ans. Bon, vous n'avez pas la même vision que lui. En quoi sa vision est-elle problématique, quoi? La loi 1905, c'est une séparation totale et absolue, pas uniquement entre l'Église de France, entre les églises et la République. Et puis, l'idée que l'État serait responsable de ce lien abîmé, mais sur quoi? L'Église s'est opposée, c'est son droit, d'ailleurs personne ne lui interdit, à la pilule abortive, mariage pour tous, à l'IVG, au mariage pour tous. Demain, elle s'opposera, c'est son droit, à la PMA. Où est le lien abîmé? Non, il y a le Parlement, avec des majorités souvent progressistes, ont fait évoluer notre droit, notre législation. Manuel Valls est l'invité du grand rendez-vous. C'est la fin de cette deuxième partie. On marque une pause très rapide, on se retrouve tout de suite. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est l'invité du grand rendez-vous. Troisième partie, on reprend avec vous, Laurence Ferrari. Le président Emmanuel Macron parle ce soir à la télévision pour la deuxième fois en 5 jours face à Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Est-ce que c'est un choix judicieux, Edoui Plenel, selon vous? Écoutez, moi, je ne peux pas commenter les choix du président de la République ou des médias. Un choix qui est fait en lien avec l'Élysée, d'une interview conjointe de BFM, RMC et Mediapart. Mediapart est un site dont chacun connaît la qualité et l'engagement. La seule remarque que je puisse vous faire est la suivante. Si un journaliste classé à l'époque d'extrême droite, et qui aurait évolué, tout le monde fait des erreurs de jeunesse, paraît-il, avait écrit en 1973 qu'il se réjouissait de l'attentat aux Jeux Olympiques de Munich contre les athlètes israéliens, moi je suis convaincu que parce qu'il venait de l'extrême droite, aujourd'hui il ne pourrait pas interviewer le président de la République. On passe beaucoup à M. Plenel et à ses engagements du passé, et qu'on retrouve d'ailleurs dans la forme de violence qui est souvent la sienne. Mais moi je ne veux pas en faire un combat personnel, c'est le choix du président de la République, et au fond ce qui m'intéresse, et je crois que ce qui va intéresser les Français, ce sont les réponses du président de la République, même si le choix des journalistes, la manière de poser les questions, l'angle, les sujets traités sont évidemment tout à fait essentiels. Il y a bien peu de femmes dans toutes ces interviews. Nous sommes encore loin de la parité aujourd'hui, Laurence Ferrari, mais heureusement vous êtes là. David. Il y a une autre actualité qui a marqué la semaine, c'est la sortie du livre de François Hollande. Et puis vous avez peut-être écouté votre ancien président de la République, notre ancien président de la République, au journal de 20h, il a déclaré, en parlant d'Emmanuel Macron, « J'aurais pu le battre si je l'avais voulu ». Ça vous a fait sourire, carrément rire, cette déclaration? Non, mais je crois qu'il voulait dire, au fond, plutôt que s'il avait été candidat, aucun des deux n'aurait été qualifié au second tour. Il ne prévoyait pas sa propre victoire. Mais, vous savez, je m'impose une règle avec François Hollande. Parce que j'ai contribué à sa victoire en 2012, j'étais son ministre de l'Intérieur, il m'a nommé, et son Premier ministre. Et nous avons dû affronter notamment le terrorisme ensemble. Et cela a créé des liens réels entre lui, Bernard Cazeneuve et moi. Mais ça, c'est le passé. Enfin, je n'oublie rien. Mais c'est le passé, c'est une autre époque. Que lui souhaite commenter l'actualité, revenir évidemment sur son quinquennat, défendre le bilan qui a été le sien puisqu'il n'a pas pu le faire, c'est tout à fait son droit. Il n'a pas été candidat.
Il a décidé de ne pas être candidat, ce qui a été un choc politique. Un président de la République qui pouvait se représenter ne puisse pas le faire et présenter un candidat, a sans doute conduit à cette élection présidentielle totalement inédite, particulière. Ça a été son choix. Est-ce qu'il est vraiment en position de donner des leçons aujourd'hui? Mais tout le monde donne des leçons, tout le monde donne des analyses, je le fais moi-même. Moi, je suis dans la politique active, je suis député, j'ai été réélu à Évry et à Corbeil en juin dernier, j'appartiens à la majorité, je m'exprime avec solidarité, loyauté, mais aussi avec ma liberté et avec mon expérience. On ne peut pas empêcher François Hollande de s'exprimer. J'ai lu son livre, puisqu'il me l'a envoyé, notamment sur les questions de politique internationale ou sur les sujets européens, parce qu'il y a un bilan, la COP21, le sauvetage de la Grèce qui aurait dû, si on avait écouté les Allemands, sortir de l'euro, l'intervention au Mali, la lutte contre le terrorisme. Il y a eu des lois, je les ai portées, je pense notamment à celle sur le non-cumul des mandats, aux choix économiques, qui aujourd'hui donnent des résultats et qui ont permis aux entreprises d'avoir des marges. La politique économique aujourd'hui poursuit, amplifie, va plus loin dans bien des domaines. Et j'attends beaucoup de la loi Pacte sur les entreprises, parce qu'il faut donner encore plus de force et de compétitivité à nos entreprises. Donc il défend son bilan. Est-il audible? Ça c'est aux Français. C'est aux Français de Manuel Valls, mais est-ce que vous lui en voulez? Parce que finalement, son renoncement, dont il vous a fait part très tard, vous a mis dans une position où vous avez tout pris dans la figure. Non, il y a une thèse de François Hollande à la fin de son livre, mais je ne sais pas si ça a beaucoup d'importance, ce qui aurait été son sacrifice, c'est-à-dire de ne pas être candidat. Bon, c'est sa thèse, je ne partage pas totalement ce sentiment, mais peu importe. Alors il y a quelque chose qui alors ne me fait absolument pas vivre, moi, c'est le ressentiment ou les regrets. Moi, j'en veux à personne, parce que si en politique vous commencez à en vouloir à du monde, alors là, vous êtes en permanence dans l'amertume, et c'est pas bon pour la santé, ni physique ni mentale. Je pense que les Français n'attendent pas de cela. Moi, j'ai moins envie de commenter le passé, même si c'est toujours utile et j'aime l'histoire, que de m'engager. Si j'ai continué à faire la politique, je suis le seul ancien Premier ministre de tout le Parlement. Je dois être le seul ministre député de la majorité, si j'ai bonne mémoire. Mon expérience, ma liberté, mais aussi mon engagement, mes loyautés, je pourrais en vouloir à beaucoup de monde, y compris au sein de la majorité. Ça servirait à quoi? À rien. Moi, je veux être utile à mon pays. Je défends sur la République, sur la laïcité, dans l'engagement qui est le nôtre dans le monde d'aujourd'hui. Je suis très inquiet de ce qui se passe au niveau européen, de la désagrégation du projet européen. Je sais quelle va être la tâche difficile du président de la République avec la chancelière allemande. C'est ça qui m'intéresse. Alors revenons c'est l'avenir. Voilà. Revenons au présent justement et au terrain avec vous, Laurence Ferrari. Voilà, avec cette mesure qui fait tant couler d'encre, les 80 km/h imposés à partir du 1er juillet, est-ce que le président Macron a raison d'être inflexible sur ce sujet? Oui, j'ai d'ailleurs regretté de ne pas pouvoir aller plus loin dans cette mesure qui m'avait été recommandée quand j'étais ministre de l'Intérieur. Ça n'a pas pu se faire. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur, après Bernard Cazeneuve, était plus sceptique sur cette mesure. Mais en tout état de cause, tout ce qui permet de faire baisser le nombre de morts et de blessés, 10 morts en moyenne par jour sur les routes, tout ce qui permet de faire baisser le nombre de morts sur les routes est une bonne mesure. Même si c'est impopulaire, même si pour les Français, ça a un côté, au fond, comme disait Georges Pompidou, on les emmerde, eh bien, pour leur sécurité, pour celle de leurs enfants, il y a eu les mêmes débats. Quand il y avait 20 000 morts sur les routes, sur la vitesse, sur la ceinture de sécurité, enfin, il suffit d'aller à Garches, de voir quelles sont les conséquences pour des personnes dans un état physique effrayant pendant des années, qui vont souffrir toute leur vie des conséquences de ces accidents, pour dire que toute mesure qui permet de faire baisser le nombre d'accidents sur les routes est une bonne mesure. Et moi, je salue notamment la détermination d'Édouard Philippe sur ce sujet-là. Dernière question, Nicolas Barré. Jean-Luc Mélenchon, ce matin dans le JDD, déclare « Macron est devenu le chef de la droite. La chienlit, c'est Macron ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais la violence... Moi, j'ai eu à subir la violence pendant la campagne électorale. De Jean-Luc Mélenchon? Des insoumis, mais d'une manière générale, la violence politique. Mais voilà, quand vous êtes un personnage public, vous la ressentez. Je me plains jamais, je vous le disais, il y a quelques jours, au monument de la Shoah, dans le 4e arrondissement, nous avons tous lu les noms des déportés de différents convois. Je ne suis pas allé sur les sites, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'est très cher, qui m'a dit regarde ce qu'on dit sur toi après. Le déferlement antisémite contre moi. Et donc, tout responsable politique qui utilise de tels mots, je viens sur un autre registre, bien évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure sur la Russie, là sur le président de la République,
ces mots, parfois il y a les mots qui sortent de notre pensée, on peut commettre des erreurs, ça m'est arrivé, mais ces mots, cette violence politique, dans une démocratie qui reste fragile, beaucoup de gens qui doutent de la démocratie, avec la montée des populismes, la peur de l'avenir, des Français qui se sentent déclassés, on ne souffle pas sur les braises, on n'allume pas les incendies. Et puis on est respectueux aussi des institutions. Comment expliquer à nos jeunes, à notre jeunesse, qu'il faut être respectueux des institutions si soi-même on utilise cette violence politique? La démocratie mérite mieux. C'est le mot de la fin. Manuel Valls, c'était l'invité du Grand Rendez-vous. Merci à tous de nous suivre chaque dimanche. Nous vous disons à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Notre invité, ce sera Brice Hortefeux.